Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Au Soudan, on l'a appris à l'instant, les meneurs de la contestation annoncent la fin de leur mouvement de désobéissance civile. Au Maroc, elles ont décidé de sortir de leur silence. Les femmes victimes de violences de la part des hommes s'expriment de plus en plus. Nous irons à Rabat où un centre leur donne la parole. Dans ce journal, nous évoquerons la situation des Juifs éthiopiens. Ils sont plus de 8000 qui souhaitent s'installer en Israël, mais dont les dossiers sont bloqués. Bonsoir à tous. Au Soudan, et on l'apprend à l'instant, l'Alliance pour la liberté et le changement en fer de lance de la contestation qui aboutit au renversement d'Omar el-Béchir a accepté de mettre fin au mouvement de désobéissance civile à partir d'aujourd'hui. Les deux parties ont accepté de reprendre prochainement les discussions. C'est ce qu'affirme Mahmoud Derir, représentant du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui s'était rendu vendredi à Khartoum pour tenter une médiation. Dans un communiqué séparé, les meneurs de la contestation ont appelé les Soudanais à reprendre le travail mercredi. Quelques heures seulement auparavant, on pouvait voir dans les rues de Khartoum les effets de ce mouvement par lequel la contestation voulait accentuer la pression sur le Conseil militaire de transition. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Ce matin, les commerces sont restés fermés à Khartoum et les rues quasi désertes au troisième jour d'un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise. Les habitants de la capitale vivaient une paralysie générale. Tout ce que nous demandons, c'est simplement de vivre en sécurité. On n'a pas à souffrir pour avoir un morceau de pain. Circuler la peur au ventre. La vie est dure. La contestation avait maintenu sa pression contre le conseil militaire malgré les nombreux désagréments qu'elle causait aux habitants de la capitale. C'est vrai que la désobéissance civile affecte le pays, mais elle est encore nécessaire à ce stade. Les gens ont beaucoup souffert et s'ils ne maintiennent pas la pression, la révolution n'aura servi à rien. Dans cette logique de résistance, la contestation avait annoncé la composition d'une instance nationale dirigeante. Elle est déterminée à libérer le peuple soudanais. Ce chemin révolutionnaire enclenché depuis décembre atteindra son objectif, peut-être ce soir, dans un mois ou dans un an. Ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est que la volonté du peuple soudanais soit respectée. C'est dans ce branle-bas que le département d'État américain a annoncé la visite prochaine au Soudan du secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagui. Objectif, exhorter le pouvoir militaire et les représentants de la contestation à reprendre le dialogue. L'émissaire américain va également exiger la fin des attaques contre les civils après la répression de la semaine dernière qui a débuté par la dispersion du sit-in devant le siège de l'armée et dont le bilan s'élève à 118 morts et plusieurs centaines de blessés. Une actualité qui évolue donc au Soudan. Rendons-nous tout de suite à Khartoum où se trouve notre correspondante Patricia Ayon. Patricia, bonsoir. Quelle est la situation ce soir à Khartoum ? Bien, la situation est calme. Donc, pendant toute la journée, une partie des commerces sont restés fermés. Mais le mouvement a été très largement suivi pendant les 2 premiers jours, donc le mouvement de grève. Mais on voyait déjà depuis aujourd'hui une certaine reprise de l'activité petit à petit, de la circulation aussi dans les rues de Khartoum. Il faut dire qu'une grande partie de la population ici vit au jour le jour. Et donc, un jour sans travailler, eh bien, c'est un jour sans salaire, parfois sans manger. Donc, cette grève générale ne pouvait pas être tenable très longtemps. Aujourd'hui, d'ailleurs, les commerçants à qui j'ai parlé expliquaient que bien qu'ils soutiennent le mouvement, il n'était tout simplement plus possible pour eux de rester chez eux sans gagner de quoi nourrir leur famille. La famille. Et donc, peut-être compte tenu de cela, les meneurs de la contestation viennent d'annoncer l'arrêt de leur mouvement de désobéissance civile.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à propos ? Oui, donc 3 jours après le lancement de cette campagne, les meneurs de la contestation ont accepté de mettre fin à ce mouvement. L'une des raisons est donc sans doute la réalisation, comme je viens de l'expliquer, que ce mouvement ne pourrait pas de manière réaliste tenir encore longtemps. Et puis il y a aussi la pression internationale pour la reprise d'un dialogue. C'est d'ailleurs le représentant donc, du Premier ministre éthiopien qui tente une médiation qui a annoncé cette nouvelle en premier. Il a ajouté donc que les contestataires avaient accepté de reprendre les négociations avec les militaires au pouvoir. Une information en partie confirmée par l'Alliance pour la liberté et le changement qui a appelé les Soudanais à reprendre le travail dès demain. Les négociations pourraient donc effectivement être relancées, mais le chemin vers un accord est encore long. Il n'est pas dit que les revendications des civils, qui demandent notamment que le Conseil militaire de transition reconnaisse sa responsabilité dans le massacre du 3 juin, soient acceptées par ces militaires. Et d'ailleurs, le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, est attendu au Soudan cette semaine pour lui aussi tenter une médiation. Merci Patricia Young. Je rappelle que vous êtes notre correspondante. Autre sujet d'actualité ce soir, on parle aussi du Mali où le Premier ministre s'est rendu ce mardi dans le village de Sobamba, théâtre lundi d'une tuerie de civils. Boubou Cissé, selon ses services, est venu apporter le réconfort de la nation et vérifier que les mesures de sécurité ont été renforcées. Le bilan officiel, mais provisoire, de cette tuerie faisait état de 95 morts. Mais ce bilan pourrait être revu à la baisse. Le gouverneur de la région, lui, indique avoir dénombré 35 morts et des disparus. Toute chose que refute le maire de la commune de Sanga, dont dépend le village, Ali Dolo. Le maire explique en effet que le gouverneur n'a comptabilisé que les corps entiers, alors que certains ont été réduits en cendres. Il faut tenir compte de ça et nous maintenons le chiffre de 95 morts, a-t-il affirmé. Je vous propose d'ailleurs de suivre ces autres réactions, celle du chef de village, Olivier Dara, et de Mohamed Mahouloud Najim, procureur général du tribunal de Mopti. Ils ont tout de suite encerclé les villages et tiré sur tout ce qui bougeait. Donc partout, donc les gens criaient, les enfants criaient. Ils se sont réfugiés chacun dans sa chambre. Donc ils ouvraient la chambre, donc ils mettaient le feu. Donc tous ceux qui voulaient sortir, s'échapper, donc ils les achevaient. Apparemment, c'est le même mode opératoire qu'à Ogosagou le 23 mars dernier. Et les assaillants, en arrivant, ont mis le feu aux cases, les obligeant à sortir. Ceux qui sont sortis ont été tués à coups de fusil. Et ceux qui sont restés à l'intérieur des cases ont été brûlés. À la suite de ces incidents intervenus alors qu'il se trouvait à l'étranger, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dû écourter son voyage en Suisse pour revenir à Bamako. On l'écoute. Et tout cela est d'interpellation très vive, très forte. Mais n'aggravons pas la peine par d'autres peines plus lourdes encore. Et ce n'est pas à un cycle de vengeance, de vendetta, que ce pays doit être convié aujourd'hui, mais à une union des cœurs, à un repensé malien, à des retrouvailles qui seuls vont nous permettre de rebondir et de permettre à notre nation de survivre. Car nous sommes en question de survie aujourd'hui. Le Mali est à la croisée des chemins. Si ce qui vient de se passer la nuit dernière devait se poursuivre par un autre massacre en un autre lieu, concernant encore une autre communauté ou une autre confession, ce serait la tragédie sans fin que je ne souhaite pas à notre pays, qu'à Dieu ne plaise. Donc je pense qu'il est temps, il est souhaitable que nous nous retrouvions. Actuellement, environ 8000 Juifs éthiopiens souhaitaient s'installer en Israël et rejoindre leurs familles déjà sur place. Mais face à la lenteur des procédures, ils accusent le gouvernement israélien de retarder leur immigration pour des raisons raciales. Des accusations que le gouvernement nie. De Jérusalem, Linda Granstein nous en dit plus. Dili Diko raconte.
Une scène émouvante à l'aéroport Ben Gurion en Israël. Germa Dessy embrasse sa mère pour la première fois depuis 7 ans. Elle est enfin arrivée en Israël après avoir reçu la permission d'immigrer d'Éthiopie. J'ai émigré il y a 7 ans et j'étais seul. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je ne suis plus seul. Voilà ma mère qui arrive. C'est très émouvant pour moi. Dessy dit que tous les Juifs encore présents en Éthiopie devraient être autorisés à venir en Israël. De nombreuses familles juives éthiopiennes sont encore divisées. Certains membres sont en Israël alors que d'autres attendent toujours. Yayou Orko est venu seul en Israël il y a 15 ans. Sa mère est arrivée 2 ans plus tard. 9 mois après mon arrivée en Israël, ma fille est décédée. J'ai l'impression de l'avoir abandonnée parce qu'ils ne nous ont pas laissé venir ensemble. Une de mes filles attend depuis 22 ans de venir en Israël. Pourquoi font-ils cela? C'est peut-être du racisme. Je ne sais pas vraiment. Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette ces accusations, affirmant que les Éthiopiens sont traités comme des citoyens égaux. Il dit qu'il n'y a tout simplement pas assez d'argent dans le budget pour fournir les services dont les nouveaux immigrants ont besoin. Cette affirmation est rejetée par la communauté israélo-éthiopienne, forte de 140 000 personnes, de plus en plus irritées contre la politique du gouvernement. Outre le regroupement familial, les Israélo-Éthiopiens organisent des manifestations contre les brutalités policières dont ils estiment souffrir de manière disproportionnée. Malgré tous ces problèmes, les Juifs éthiopiens continuent de demander à venir en Israël afin d'être réunis avec leurs proches. Au Maroc, les femmes victimes de violences de la part des hommes s'expriment de plus en plus. En septembre dernier, une loi a criminalisé les violences domestiques et harcèlement de toutes sortes, sauf que cette législation est très exigeante en matière de preuves. Dans la capitale Rabat, le centre Arafat donne la parole aux femmes violentées. Yacouba Ouidraogo nous en dit plus. Appelant et n'en pouvant plus de subir les violences, Fatna Ben Gala, 40 ans, s'est décidée à témoigner de son calvaire au centre Arafat, une structure d'orientation des femmes dans un quartier périphérique de Rabat. Encore sous le choc, elle décrit, photo à l'appui, les horreurs endurées par sa mère et elle. Nous vivons sous l'oppression et dans la douleur. J'ai reçu un coup à la tête et cela affecte ma vision. Je souffre beaucoup. Je suis allée à l'hôpital, mais je n'ai pas les moyens d'acheter des médicaments ou toute autre chose. C'est le directeur de l'hôpital qui m'a aidée. Fatna n'a pas identifié le parent bourreau par peur des représailles. Son cas n'est pas inhabituel. Environ 54% des femmes marocaines ont été victimes de violences, selon un sondage publié le mois dernier par le ministère de la Solidarité, de la Famille et du Développement social. Parmi elles, seulement 6,6% ont porté leur cause devant la justice. La raison, la pression souvent exercée par ceux-là même censés protéger les victimes. Par exemple, quand une femme battue va au poste de police, ils essaient toujours de la dissuader parce qu'il s'agit de la tradition et parce que les femmes ne devraient pas se plaindre de leur mari. On leur dit qu'elles doivent privilégier la famille et être patientes. C'est le genre de discours qu'elles entendent et c'est pourquoi les femmes n'ont pas accès à la justice. Et même quand elles se rendent devant les tribunaux, malgré tout, il se pose un autre souci, celui des preuves. Si une femme est victime de violence à l'intérieur de sa maison, qui sera le témoin de cette violence? Si les voisins veulent témoigner et disent qu'ils ont entendu les coups, on leur demande « Avez-vous vu cela de vos propres yeux ?» Dans certains cas, la preuve de la violence est obligatoire. C'est un point qui doit être réexaminé. En attendant, le centre Arafat fait de son mieux pour soulager un tant soit peu ces femmes en leur offrant une opportunité de s'exprimer. Vous êtes sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. La ville sainte de Touba au Sénégal a sa pâtisserie haut de gamme, un projet qui a vu le jour grâce à un financement collectif. Attention, cette recette autrefois propre aux tribus forestières au Cameroun peut vous faire saliver. Il s'agit des larves de charançon désormais disponibles dans des restaurants. Le service est très bien fait. Finale NBA, Golden State s'accroche à son trône et cœur Toronto. Les Warriors ont arraché le match numéro 5 la nuit dernière, mais ont subi une autre perte. Explication dans la page des sports. Eric Manirakiza nous a rejoint pour parler d'économie. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. On commence par le potentiel économique du continent. L'Afrique est capable de financer son agenda de transformation économique sans avoir besoin de l'aide extérieure. D'après un nouvel ouvrage consacré au financement en Afrique intitulé « Libérer le potentiel de l'Afrique », le continent dispose des ressources financières nécessaires et des créancières du reste du monde, dit l'auteur. Lorsque vous regardez les capitaux qui sortent du continent, c'est 4 fois la dette extérieure de nos États. Il faut déjà stopper l'hémorragie des capitaux qui fuient en mettant des systèmes financiers qui permettent de contrôler davantage ces capitaux, les rendre plus efficaces au niveau du continent pour investir, pour créer de la richesse localement. C'est ça qui est fondamental. La question de la dette aussi doit être rediscutée. Le règlement de la dette est pari passu avec le contrat social qui lui est un État, la création et l'existence même d'un État. La priorité est de bâtir nos marchés domestiques, développer davantage nos marchés locaux, mobiliser les capitaux locaux et augmenter les transactions transfrontalières entre nos États. Mais le problème central, c'est de créer de l'espoir et des opportunités pour ces millions de jeunes Africains qui rentrent sur le marché du travail. Nous avons à peu près 18 millions de jeunes qui rentrent sur le marché du travail chaque année. La population africaine des jeunes de moins de 18 ans représente à peu près 25% de la population infantile mondiale. C'est 4 fois celle de l'Europe. Et d'ici une vingtaine d'années, ce sera faire 1 milliard. Donc c'est ici où on a vraiment un vrai challenge. Trouver des réponses à cette jeunesse, trouver des moyens de créer de l'espoir sur le sol africain. Cédric Achille-Mbeng-Mézi, économiste et analyste financier. Eric, nous avons justement un exemple de ce potentiel qui commence à se libérer au Bénin. Il s'agit d'un projet de l'agroécologie. L'auteur de Libérer le potentiel de l'Afrique est originaire du Bénin, mais ceci dit, John, il ne s'est pas inspiré de ce projet de l'agroécologie. Ce projet a pour objectif d'enseigner les techniques de base et traditionnelles de l'agriculture aux communautés. On a créé les Jardins de l'Espoir pour promouvoir les modes de production durable basés sur l'utilisation de produits chimiques. Suivez. L'agroécologie veut qu'on nourrisse le sol et le sol va ensuite nourrir la plante et la plante va nous nourrir. Donc à partir du moment où on nourrit le sol convenablement, c'est toute une science, hein, il faut l'avouer, c'est toute une connaissance, savoir justement ce qu'on restitue au sol, dans les proportions dans lesquelles on les restitue. À partir du moment où on fait ça, je pense que le pari est gagné et les rendements sont au rendez-vous. Oui. Vraiment, je veux produire différemment. Ce n'est pas parce que je suis dans une ONG ou pas, mais j'ai remarqué que tout ça, et pour pouvoir réutiliser encore la terre après l'utilisation des pesticides, tout ça, ça devient compliqué. Donc pourquoi ne pas produire de façon naturelle et utiliser sa terre de façon durable? On a choisi ce concept parce que nous voulons montrer quand même que c'est qu'ensemble on est fort, la jeunesse, que c'est ensemble qu'on est fort. Donc si chacun apporte sa pierre, nous pourrons construire, bâtir quelque chose de sérieux et de bon. Voilà, John, selon la FAO, environ 80% des 11 millions des Béninois dépendent de l'agriculture. Et vous avez sans doute déjà entendu parler des délices de Touba, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est notre destination vers cette ville sainte de Touba, dans le centre du Sénégal, pour découvrir une pâtisserie haut de gamme
Pour monter et démarrer cette entreprise, les initiateurs ont utilisé la méthode de crowdfunding en vue de collecter des fonds. Ils ont également allégé le système de transaction au profit des actionnaires en ouvrant des succursales dans d'autres centres urbains du pays. Suivez. Aux merveilles, c'est le nom de la pâtisserie, la première haut de gamme de Touba. Elle est le fruit d'un financement participatif à 40%. L'initiative implique la communauté locale dans un projet partagé, crée des emplois, stimule l'économie locale et fournit des services qui ne sont normalement disponibles que dans la capitale Dakar. Ce sont des familles qui vivent dans ces régions, des familles de classe moyenne, de classe plus basse, de classe plus aisée. Ils ont les mêmes besoins que ceux qui vivent dans les capitales. Et là, on parle de trouver un croissant, acheter du pain de qualité, acheter un gâteau d'anniversaire pour son enfant, qui sont des parcours de combattants dans d'autres villes en dehors de Dakar. Aux merveilles connaît un succès sans précédent. Ses clients de Touba sont heureux de pouvoir enfin manger un gâteau qui rivalise avec celui de Dakar. Avant, je partais jusqu'à Dakar, où j'envoyais des gens à Dakar pour acheter de la bonne pâtisserie. Mais depuis que j'ai vu Aux merveilles, sincèrement, ce n'est plus le cas. Je viens me ravitailler ici quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. C'est vraiment différent. Donc les gens apprécient, les gens aiment. Et vraiment, c'est abordable. C'est formidable. Le financement participatif au Sénégal en est encore à ses débuts. Un avocat en droit des affaires exploite le potentiel commercial des régions du Sénégal. Sa stratégie impliquait davantage les particuliers et les consommateurs. Au Sénégal, nous avons un gros problème. Il n'y a pas d'économie locale. Quand je dis économie locale, ça veut dire que tout est concentré sur Dakar. Alors que le potentiel est énorme. Ils ont été très pertinents, par exemple, de poser ce Aux merveilles à Touba, où il y a un pouvoir d'achat, il y a une demande, mais il n'y avait rien. Touba, où abondent les délices, on peut savourer des croissants frais et des pâtisseries délicieuses. Rien d'égal dans cette ville de l'Est du Sénégal, siège de la fraternité mouride, une branche de l'islam soufi qui considère la sainteté du travail comme l'une de ses convictions fondamentales. Ça donne de l'appétit, n'est-ce pas? Merci Féric et on vous retrouve la semaine prochaine. Et on rejoint Yacouba Ouedraogo pour parler de sport. Yacouba, Golden State s'accroche à son trône. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Non, le règne de Golden State n'est pas encore fini, vous le disiez. La franchise californienne s'accroche à son trône. Les Warriors ont foudroyé Toronto du Camerounais Pascal Siakam et du Congolais Serge Ibaka dans le match numéro 5 avec un scénario fou, 106 à 105. Ils sont passés par tous les États en l'espace de 2h30. La joie de retrouver Kevin Durant, le désarroi de le voir se reblesser, le découragement quand Toronto a compté 6 points d'avance à 3 minutes seulement de la sirène. Et enfin, l'espoir lorsque Stephen Curry et Klay Thompson ont assommé les Raptors avec 3 paniers à 3 points consécutifs. Mené 3-2 par Toronto, Golden State peut espérer réussir un incroyable comeback. Et cela commence par une victoire jeudi dans le match numéro 6 dans sa salle où il reste sur 2 défaites de suite. En football, les 23 Lions de l'Atlas retenus pour la CAN 2019 sont connus. Peu de surprise dans la liste du sélectionneur Hervé Renard qui a fait confiance à la plupart des joueurs ayant pris parrain au Mondial 2018, hormis Amin Harit en difficulté à Schalke 04. Les 23 Marocains évoluent pour la plupart en Europe ou dans les championnats du Golfe. Et seul le gardien de but Ahmed Reda est issu d'un club local, le Wydad Casablanca. L'ailier de l'Ajax, demi-finaliste de la Ligue des Champions, Hakim Ziyech, et le latéral du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, sont les têtes d'affiche de cette liste. Le Maroc, qui n'a plus gagné la plus prestigieuse des compétitions africaines depuis 1976, a été logé dans le groupe D avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. La liste du pays hôte est aussi connue. La star de Liverpool, Mohamed Salah, conduira l'équipe des 23 pharaons publiée par le sélectionneur mexicain Javier Aguirre, blessé lors de la finale de la Ligue des Champions l'an dernier avec son club. Eh bien, Mo Salah n'avait pas été en mesure de jouer au meilleur de son potentiel lors du Mondial 2018 en Russie. Les pharaons avaient alors rapidement été éliminés après la revanche de Liverpool cette année en Ligue des Champions contre Tottenham 2-0, dont un but de Mo Salah justement. Les espoirs des pharaons reposent en grande partie sur la star des Reds.
L'Égypte affrontera le Zimbabwe le 21 juin lors du match d'ouverture au Caire. À demain. À demain, Yacouba. Allons dans le pays de Pascal Siakam. Les tribus forestières du Cameroun dépendent depuis longtemps d'insectes pour compléter leur régime alimentaire. La larve de charançon, un ver gras que l'on trouve dans les palmiers, est une source de protéines si populaire qu'elle est désormais disponible dans les villages et même les restaurants urbains. Un reportage d'Anne Zouanke à Yaoundé. Le récit est d'Erzuma Compaoré. Dans la capitale du Cameroun, des ingrédients inhabituels se glissent dans les cuisines des villes. Au restaurant Le Cercle municipal, le chef Émile Angoulou prépare des larves de charançon des palmiers pour créer des plats de niveau international. C'est la meilleure protéine qui existe. On n'a même pas encore fini de faire l'inventaire de tous les apports que l'on obtient en consommant la larve de palmier. Trouver des vers dans un plat de nourriture peut être un choc, mais la larve de charançon des palmiers peut être aussi une bonne surprise. Le service est très bien fait, très bien préparé. On se régale. La forte demande des chefs a conduit à une pénurie des larves de charançon des palmiers. Mais les villageois qui cultivaient la larve dans la forêt y voient une opportunité de les cultiver pour les restaurants. Moi, je trouve que quand on fait l'élevage au niveau du village, c'est moins pénible. Et quelque part également, c'est plus rentable. Parce qu'on dépense moins d'énergie. Les gens mangent la larve de charançon des palmiers dans d'autres pays africains, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. La popularité croissante de la larve au Cameroun a rendu celle-ci plus chère que de la viande. Quand on fait gastronomie au Cameroun précisément, on a besoin de métaux authentiques, naturels, bio et précieux. Et j'aime souvent dire que la larve de palmier est l'équivalent en Afrique du caviar en Europe. Alors que sa réputation grandit dans les restaurants, la larve de charançon des palmiers reste aussi un aliment populaire dans les villages et les marchés du Cameroun. À présent, parlons de café en Afrique du Sud. Beaucoup le consomment, mais Enoch Mlangeni, lui, l'utilise à d'autres fins. Faute de s'acheter du matériel d'art par manque de moyens, il utilise donc du café et tout est parti lorsqu'un jour, le jeune homme de 27 ans a renversé donc par accident du café sur une œuvre d'art et qu'il ne parvenait pas à se débarrasser de la tâche. Depuis, il est devenu un artiste dont tout le monde parle, notamment sur les réseaux sociaux. Ses portraits coûtent entre 800 et 1200 $. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.